Bon, bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup pour l'invitation, enfin, d'avoir accepté ma communication, d'avoir organisé le colloque. Alors, je vais déjà faire le petit préambule. Mon travail porte sur la bande dessinée et pas sur le jeu de rôle, donc je vais principalement porter... Oui, alors moi je suis rôliste, donc ça va, je m'y retrouve. Mais voilà, je vais plutôt parler bande dessinée, enfin comic book dans le contexte que jeu de rôle à proprement parler. Et puis voilà. Alors, on va commencer. Le jeu de rôle, ça a été mentionné juste avant, ça permet de faire Mumuse avec beaucoup de licences et de manière très rapide. Donc là, voilà, première édition de Call of Cthulhu, première édition de Middle Earth Role Playing, donc qui est le premier jeu de rôle tiré de Tolkien et qui n'est pas d'ailleurs le jeu de rôle en cours, je crois que c'est The One Ring actuellement. Donc assez rapidement, on a eu des jeux de rôle officiels qui adaptaient différentes licences. Bon, d'un autre côté, les super-héros, depuis leur apparition, alors... Bon, ça viendra, ça repartira, on va pouvoir s'amuser. Depuis l'apparition, on va dire officielle, en 1938 avec Superman, les super-héros, ça a toujours fait rêver, donc... pour ça que j'ai mis la série télévisée Batman plutôt que de mettre du comics Batman, c'est parce que dans les années 60, ça a absolument explosé en termes de popularité et ça a notamment beaucoup aidé les ventes. Donc la logique transmédiatique dans les super-héros, en réalité, c'est là depuis très longtemps, là, depuis les années 40. Et c'est vraiment du transmédia, c'est pas les mêmes histoires qui sont racontées et ça sert notamment l'image de marque. Donc on peut se poser la question de à quel moment le format, le support du jeu de rôle a intéressé les super-héros ou à quel moment, au contraire, les super-héros sont intéressés... Enfin, comment ça s'est fait? Quelle a été l'intersection? Et c'est exactement la question que je pose. Pas tout à fait. Quelles sont les représentations du jeu de rôle dans les comic books? Et en réalité, je pose aussi la question de manière plus large, comment il y a eu... Enfin, quelles ont été les intersections entre comic book et jeu de rôle? Alors, mon sujet de recherche porte sur les comic books de super-héros, notamment en tant que produit, donc je vais quand même beaucoup parler super-héros, sauf, enfin ça c'était le plan. Et ensuite je suis allé voir ce qui se faisait et le plan a changé. Donc, on commence. L'un des premiers rapports entre jeux de rôle et comic book, alors de super-héros, que j'ai trouvé, c'est ces encarts publicitaires sur lesquels je suis tombé complètement par hasard lors de mon travail. Qui sont voilà, une page de pub au sein de comic book. Alors, Marvel comme DC l'ont eu. J'ai retrouvé environ 6 strips différents. Enfin, je dis des strips, mais c'est une page, donc c'est pas le format strip, mais 6 planches différentes publiées entre très approximativement août 1980 et juillet 1983 dans tout un tas de séries différentes. Donc les mêmes 6 pages étaient republiées encore et encore. Donc c'est des pubs pour Donjons et Dragons. Alors on est... Ouais, alors vu les années, on doit être sur Advanced Dungeons & Dragons, je pense, c'est encore la première édition. Donc c'est des publicités officielles de TSR. Et ça met, comme vous le voyez, en forme, sous forme de bande dessinée, un dungeon crawl, où une équipe constituée apparemment d'un magicien, d'un voleur et d'un guerrier tente de je ne sais quoi, c'est pas clair. Il y a techniquement une intrigue qui est censée être suivie au sens où certaines péripéties se font clairement suite, puisqu'à un moment un personnage tombe dans un piège et dans une autre, clairement il n'est plus avec l'équipe et se retrouve séparé, mais la chronologie n'est pas très claire. Et à aucun moment c'est dit explicitement que c'est un jeu de rôle, que c'est-à-dire que quand on connaît, on va retrouver les éléments du jeu de rôle, ça va mentionner tel sort, ça va mentionner le fait que tiens, là il y a un piège, là il y a un coffre une fois qu'on a battu le monstre, mais ça ne représente pas exactement la pratique. Et c'est un thème qui va revenir très souvent, et c'était la question que je me posais réellement, c'est est-ce que c'est la pratique du jeu de rôle qui est représentée ou est-ce que c'est l'univers? Bon, spoiler, c'est l'univers, c'est pas la pratique. À très rares exceptions. Et là, c'est exactement le cas parce que, comme je disais, on a quelques éléments qu'on pourrait considérer comme extra-diégétiques au sens, oui, j'ai un sort de calme préparé, certes, mais dans la diégèse, ça fonctionne aussi. Donc ça, c'est un premier exemple. D'autres exemples, après, plus tardifs, on revient sur de la publicité classique, donc voilà, c'est une pleine page avec la mention des nouveaux produits qui sont explicitement montrés comme des produits des suppléments pour le jeu de rôle en question. On peut supposer qu'à ce stade, il ne tentait plus
de faire un produit d'appel pour un public qui ne serait pas familier. Ça date déjà de 5 ou 6 ans plus tard. Et à ce stade-là, logiquement, les lecteurs devaient être familiers avec ce qu'était le jeu de rôle, avec ce qu'était Donjons et Dragons, donc il n'y avait pas besoin de faire semblant que c'était de la bande dessinée. Ils savaient ce que c'était, on leur faisait une pub classique en les informant que le produit existait. Les adaptations sous licence, et là on arrive sur la partie qui est un petit peu plus intéressante, j'imagine, c'est à quel moment on commence à avoir des adaptations officielles de super-héros en jeu de rôle. Alors, avant ce dont je vais parler tout de suite, il y a eu au minimum plusieurs jeux qui n'étaient pas sous licence, qui ne renvoyaient pas à un univers précis, qui renvoyaient à l'imaginaire du super-héros, mais le premier jeu de rôle qui renvoie à un super-héros sous licence explicitement avec la trademark, avec tout ça, c'est Marvel Super Heroes, publié par TSR. Donc il a été annoncé par Marvel dans un truc qui s'appelle Marvel Age, qui était un magazine promotionnel défunt depuis bien longtemps, publié par Marvel, voilà, qui mettait des interviews, qui mettait en avant des produits qui n'étaient pas forcément les produits les plus évidents, donc par exemple le jeu de rôle. Ça a mentionné aussi tout un tas de comic books tirés par exemple des bisounours ou des Ewoks. Alors vraiment, les bisounours, c'est... Il y a eu un projet de partenariat avec Harlequin aussi. Ça s'est jamais fait. Je suis tombé dessus, je me suis dit qu'est-ce que c'est que ça ? Ça existait ? Non, ça n'a pas existé. Mais ils en parlaient. Et donc, ils mentionnent le lancement de Marvel Super Heroes, The Role Playing Game, par TSR, qui a été lancé en mai 1984. Donc, c'est 2 pages qui vous décrivent la liste en gros, le contenu de la boîte de base et qui mentionnent les intentions de faire plus de modules après avec le jeu de rôle, donc de ne pas juste publier quelque chose et de le laisser tomber. Donc, c'était pas une tentative d'avoir du pognon rapidement. C'était un produit quand même fait par des gens passionnés des deux côtés. D'une part, les gens de chez Marvel passionnés par Donjons et Dragons et les gens de Donjons et Dragons passionnés par Marvel. Et ce qui était intéressant, c'est que ça incluait un petit encart sur l'histoire de TSR à ce stade. Donc on avait déjà un début de storytelling sur l'entreprise. Alors, il n'y a rien d'exceptionnel, il n'y a rien de remarquable, il n'y a rien qui a vraiment changé. Ça mentionne Gary Gygax qui joue dans sa cuisine avec sa famille. Bon, voilà. Mais il y a quand même un storytelling qui existe déjà à ce moment-là. Le Marvel Super Heroes Role Playing Game va durer jusqu'en 1987 environ, avec des modules qui vont rajouter des personnages, qui vont rajouter des arcs narratifs sortant à ce moment-là dans les comic books Marvel. Donc on reste sur une logique, alors cross-médiatique plus que transmédiatique, au sens où il s'agit d'attirer les lecteurs de Marvel vers des produits de jeux de rôle qu'ils vont reconnaître. Les adaptations sous licence, je vais finir assez rapidement. En termes de super-héros adaptés en comic book, donc Marvel TSR arrête de publier du Marvel en 1987. Enfin, sous cette forme-là, ils en referont dans les années 90 très rapidement. DC Comics aura aussi des productions sous licence, dont la dernière, c'est DC Adventures, publiée par Green Ronin, qui avait créé un système qui s'appelle Mutants and Mastermind, dont ils ont fait la 3e édition spécifiquement pour cette adaptation de DC Adventures. Et là, récemment, Marvel a lancé Marvel Multiverse, qui utilise un système de D616. Je ne vais pas aller voir ce que c'est. Ça a l'air... ça existe. Ça n'a pas encore coulé. On verra combien de temps ça dure. Voilà. De l'autre côté, les adaptations de jeux de rôle en comic book. Oui, voilà. C'est dans les 2 cas, c'est adaptation sous licence, mais c'est pas le même genre d'adaptation. Ironiquement, c'est pas Marvel qui a publié des comic books Donjons et Dragons. Alors qu'ils avaient déjà les liens, ils avaient déjà les partenariats. Non, c'est le concurrent, c'est DC Comics qui a publié. Alors, j'ai ici, ils ont publié Advanced D&D, Dragonlance, Spelljammer et Forgotten Realms. Ils les ont publiés entre décembre 1998 et décembre 1991. Les 4 séries s'arrêtent en même temps. C'est le moment où TSR veut ramener en interne la production de comic book, sans vraiment en avoir discuté avec DC Comics, qui, extrêmement agacé par cette décision unilatérale, décide de tout arrêter et d'arrêter de leur donner du pognon. Ou plutôt de ne pas partager la galette. Et c'est là qu'on commence à voir les limites finalement des interactions, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que ces adaptations ? Eh bien, c'est les adaptations de la diégèse. On monte les aventures des personnages. Et en général, c'est des personnages propriétaires. Par exemple, il y a des comic books qui existent sur Drizzt, plein de comic books qui existent sur Drizzt. C'est des comic books, là, Dragonlance, c'est Dragonlance. C'est toujours les mêmes personnages, c'est toujours la même fanfic officialisée de... Enfin, j'ai oublié leur nom, mais
c'est toujours les mêmes aventures. À aucun moment, la pratique n'est représentée. Là, on perd carrément le côté, oui, j'ai un sort de 5e niveau prêt. Non. C'est j'ai tel sort que je peux lancer, je le lance. On perd complètement. Là, il n'y a plus de... On est sur une représentation intradiégétique absolue de l'univers. Au final, ce n'est pas une représentation de jeu de rôle. C'est une représentation de l'univers dans lequel va se passer le jeu de rôle. C'est l'équivalent des comic books Star Wars. On représente l'univers Star Wars. On ne tente pas de dire, bon, c'est un film. Non. Et c'est finalement la très grande majorité des adaptations. Alors, je ne vais pas toutes les lister parce que un certain nombre des grosses licences vont en avoir eu. Il y a eu du Vampire the Masquerade qui a été fait en 2001, qui est complètement perdu. Ça n'a jamais été réédité. Alors, des scans se trouvent, mais voilà. Depuis le 2020, il y a une autre série qui a été lancée par un éditeur qui s'appelle Vault Comics. Dans le cas de Donjons et Dragons, donc, après avoir... erré depuis 91, depuis le moment où ils ont arrêté de faire confiance à une maison d'édition professionnelle et finalement de ne pas avoir fait grand-chose de leur propre licence. Alors, entre-temps, c'est Wizards of the Coast, et plus exactement Hasbro, qui a passé un partenariat avec IDW pour republier des comic books Donjons et Dragons. Donc, là, je liste Dungeons and Dragons, qui est la première série publiée sous ce partenariat. Donc, il y a eu 16 numéros entre août 2010 et janvier 2012, comme vous pouvez le lire sur le PowerPoint, c'est très bien. Je liste la Legends of Baldur's Gate, parce que c'est le plus parlant, là ça va, les gens vont reconnaître Minsk, vont reconnaître Baldur's Gate, et en réalité, depuis, ça n'a jamais arrêté de publier des séries Donjons et Dragons par IDW. Enfin, je dis Donjons et Dragons, Forgotten Realms, plus exactement. Il n'y a pas de retour de Spelljammer, il n'y a pas les hamsters géants miniatures de l'espace, à part Boo. Donc il y a aussi des choix qui se font au niveau de ce qui est représenté. Plus récemment, il y a eu un crossover Rick et Morty, Donjons et Dragons, publié toujours par IDW. Donc la licence continue à être active en forme de comic book, mais encore une fois, c'est toujours pas la pratique. Et donc la question, c'est est-ce que la pratique est représentée dans les comic books? Alors comic book de super-héros, si quelqu'un le sait, dites-le moi. J'ai cherché, j'ai jamais vu, j'ai pas trouvé de super-héros qui jouent au jeu de rôle. J'ai cherché, je n'ai pas trouvé. Par contre, il y a un auteur qui a tendance à représenter la pratique du jeu de rôle dans ses œuvres. C'est un Anglais. Oui, je crois qu'il est quand même anglais. Je vais dire britannique par correction habituelle, mais non, il est vraiment anglais, qui s'appelle Kieran Gillen. Et un des premiers exemples, c'est dans une série qui s'appelle The Wicked plus the Divine, que je recommande, qui est excellente, qui parle de musique. C'est lui-même a beaucoup de passion pour la musique. Et dans le numéro 16, qui a été publié en novembre 2015, on voit deux des personnages de la série qui, dans leur passé, ont fait du GN Vampire the Masquerade. Alors, je l'ai mis... Est-ce que vous arrivez à lire vaguement ce qu'il y a à l'écran? Non? Bon, pas grave. Enfin, pas grave. Faudrait aller le lire, c'est bien. Mais voilà, donc, dans la page, on les voit qui sont vraiment en train de faire du GN et on voit le personnage avec son trench coat qui pourrit volontairement le roleplay de l'autre en manteau de cuir, parce qu'il l'aime pas, donc il le piège, et il lui dit, ouais, ton jeu est absolument nul, donc l'autre est là, non mais, enfin, je t'emmerde, quoi, on avait dit pas de... On reste, c'est un GN, on reste dans le personnage. Mais je ne comprends pas de quoi tu parles, quel GN, quel personnage, je dis juste que ta stratégie est extrêmement nulle, là tu tentes de manipuler ton descendant, et l'autre se casse absolument ulcéré. Donc c'est le premier exemple, en tout cas, que j'ai trouvé dans ce que lui a fait, qui représente la pratique du personnage et qui établit, alors là, qui sert à établir finalement qui sont ces gens-là. C'est-à-dire qu'ils ont un passif de geek, et plus spécifiquement de geek goth qui font du GN Vampire the Masquerade. Donc on reprend sur des codes au sein de la communauté de qu'est-ce que c'est les joueurs qui font du GN Vampire the Masquerade. Sachant que juste après, on les voit sur la page, enfin 2 pages après, en train de peindre des figurines clairement estampillées Warhammer, pour assumer. Et alors, je disais, il n'y a pas de super-héros qui font du jeu de rôle. C'est un mensonge. Il y a un comic book qui s'appelle You Are Deadpool, qui est un comic dont vous êtes le héros. Oui, les numéros sur les cases, c'est effectivement les numéros auxquels vous devez vous rendre selon les choix que vous avez faits. Donc il y a eu 5 numéros. Effectivement, ils ont utilisé Deadpool pour ça, parce que quitte à casser le 4e mur et à casser un peu le schéma habituel de fonctionnement de la bande dessinée, autant prendre un personnage qui était connu pour ça. Et dans le premier numéro, quand ils expliquent les règles, ils mentionnent le dé spécial Deadpool avec la trademark qui sort de faire la blague,
Et ils disent explicitement c'est une idée de Kieron Gillen qui ensuite apparaît pour démontrer le système de jeu. Oui, qui finit ensuite par dire est-ce que c'est les Skaven? Donc bon, ils ont assumé le côté, ils jouent sur le fait effectivement c'est un geek qui fait des trucs de geek, donc du jeu de rôle, du Warhammer. La date est importante, ce numéro est sorti en mai 2018. En décembre 2018, Kieron Gillen commençait à publier chez Image Comics une série qui s'appelle Die, qui a 20 numéros. Le choix n'est pas anodin, vous reconnaîtrez le format du D20 déplié sur la couverture. Die étant à la fois le jeu de mots sur la forme singulière de dice, donc de dés en anglais, et aussi sur le fait de mourir. Et pourquoi? Parce que c'est une espèce de Jumanji. Le résumé très rapide, et je ne vais pas forcément plus en parler que ça, parce que là aussi il faudra aller le lire. Il est publié en France chez Panini, il y a 4 tomes. Si jamais vous ne lisez pas en anglais, vous n'avez pas envie de les trouver. C'est un groupe d'adolescents qui se retrouvent piégés dans un jeu de rôle pendant 2 ans et qui en ressortent complètement traumatisés. L'un d'entre eux n'en ressort pas. Et ça, c'est le premier numéro. Et à la fin du premier numéro, plusieurs années après, 15 ans après, je crois, ils y retournent. Pas forcément de leur plein gré. Et là, ça représente beaucoup plus la pratique du jeu de rôle, au sens où, alors à part le tout premier numéro qui va vraiment représenter le groupe de joueurs autour de la table avec les dés, après c'est un peu plus de l'horreur fantasy, au sens où, bon, ils incarnent leur personnage dans l'univers, plutôt ils sont incarnés dans leur personnage dans l'univers, donc c'est une représentation... Alors encore une fois, je ne peux pas parler d'heroic fantasy, c'est vraiment de l'horreur fantasy, mais on est sur des codes visuels et narratifs de fantasy, sauf que, eh ben non, à un moment, le groupe se sépare. À un moment, ils sont dans un donjon. Et à chaque fois, Kieron Gillen, volontairement, va mobiliser des schémas narratifs du jeu de rôle, de la pratique du jeu de rôle. Les joueurs qui, dans certains cas, sont extrêmement utilitaires, c'est-à-dire, non, mais c'est que des PNJ, on peut buter tout le monde et voler leur équipement, ou au contraire, bah non, c'est des vraies personnes, on ne va pas faire ça, on va se comporter comme les personnages qu'on est censé être. Et ce qui est aussi extrêmement intéressant, c'est qu'à la fin de chaque numéro, il faisait... Alors, je ne peux pas appeler ça un éditorial parce que ça faisait 4 pages. Donc, le terme en anglais, c'est back matter, où il parlait de son expérience de jeu de rôle, de son expérience de rôliste, de l'historique du jeu de rôle, et a fait des interviews avec pas mal de figures du jeu de rôle de la scène plutôt indépendante, pour voir un petit peu un recul sur l'historique du jeu de rôle, son évolution, les indépendants, parce que j'en parlais vite fait hier dans des discussions off, mais sur la scène indépendante du jeu de rôle, pas juste parler Donjons et Dragons. Et je veux juste montrer ça, notamment dans les choses qui sont évoquées dans ce comic book, c'est l'historique de jeu de rôle, comment ça s'est créé. Donc à un moment, H.G. Wells ou les sœurs Brontë passent. H.G. Wells parce que c'est l'évolution du wargaming qui au final finit, ouais, très bien celui-là, qui finit par donner Donjons et Dragons quand Gary Gygax décide de transformer le wargaming en bon, bah, qu'est-ce qui se passe si on rajoute des boules de feu? Très simplifié, de toute façon, tout le monde connaît un peu l'histoire maintenant. Mais là, c'est réimaginer Lovecraft, et si les formes non euclidiennes dont il rêvait, bah, en fait, c'est des dés à beaucoup trop de faces. Si les gens, les espèces de cultistes qui répètent des noms innommables, bah, en fait, c'est des joueurs de Donjons et Dragons qui répètent des noms comme Eberron, Elminster ou autres. Donc, il y a tout un tas de clins d'œil qui se font comme ça, évidemment, Tolkien passe. Et c'est l'œuvre la plus réflexive, j'ai trouvé, sur la pratique du jeu de rôle dans les comic books. Et même là, en termes de représentation, comme je l'ai dit, à part le premier numéro, on reste sur des codes visuels et malgré tout narratifs assez classiques, c'est-à-dire représenter des héros qui, alors soit se tapent dessus entre eux, soit tapent des monstres, ou en tout cas évoluent dans des lieux finalement absolument superbes en termes de représentation et complètement fantastiques. Oui, voilà, c'est la citation à propos de Lovecraft qui m'a fait rire, mais c'est réimaginer les groupes de Donjons et Dragons en culte Lovecraftien et renvoyer aussi à l'image de la panique satanique des années 1990 et le jargon des vieux jeux de rôle avec les mécaniques de jeu qui sont quand même absolument parfois imbitables, comme finalement les langues indicibles de Lovecraft. Alors je vais accélérer un tout petit peu pour la fin. Voilà. Il a fait un jeu de rôle tiré du comic book. Sauf que le problème, c'est qu'il a fait le jeu de rôle en même temps qu'il faisait le comic book. Donc, au bout d'un moment, il ne savait plus s'il faisait un jeu de rôle qui adaptait son comic book ou un comic book qui adaptait son jeu de rôle. Et lui-même s'est dit, clairement, il est temps que je finisse. Il est temps que je finisse d'écrire les deux pour que ça aille mieux dans ma tête.
Mais voilà, le jeu de rôle est disponible, il est assez intéressant en termes de mécanique de jeu, il est très méta, comme le comic book. Si vous voulez prendre en photo le lien pour l'acheter, si vous voulez prendre en photo... Voilà. Et au final, c'est le timer qui me dit que je devrais finir, ce qui tombe bien, les formes de comics et pas book justement qui représentent le plus la pratique, ça va être les comic strips qui sont devenus des webcomics pour la plupart. Alors parmi les deux plus anciens, on a Knights of the Dinner Table et Dark Tower, qui dans les deux cas ont été publiés dans Dragon et Shadys, donc normalement vous avez des couvertures là, si je ne me trompe pas, donc des magazines dédiés aux jeux de rôle et qui représentent vraiment la pratique, qui représentent la table, et comme vous le voyez, c'est déjà quand même beaucoup moins dynamique, c'est vraiment un format où il ne se passe pas grand-chose de case en case, voire les dessins sont répétés de case en case. Et c'est un format de publication qui est très typique du comic strip, moins du webcomic, mais on a des webcomics qui... Alors bon, là j'ai pris ça parce que ça me fait rire, mais qui réimaginent des grands films qui inspirent ou qui ont été inspirés ou qui sont liés de manière tangentielle ou pas tangentielle avec le jeu de rôle. Mais en l'occurrence, réimaginer Le Seigneur des Anneaux en campagne de jeu de rôle dans un univers où Le Seigneur des Anneaux n'existe pas, bien entendu, avec des joueurs qui font n'importe quoi. C'est pour ça qu'à un moment, les hobbits disparaissent de l'intrigue, c'est que les joueurs se sont barrés jouer à Star Wars. Dans le tas, Gimli est le seul vrai role-player du tas. Aragorn veut draguer tout ce qui bouge et Legolas veut juste des points d'expérience. Donc ça a duré 1 an, et c'était un peu précurseur. Puis ensuite, il y en a qui ont fait la même chose avec Star Wars. Pareil, on est dans un univers où Star Wars n'existe pas, et là, par contre, eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont complètement réécrit l'histoire. Alors, j'allais dire, Anakin est le vilain, bon, ça change pas. Mais Yoda, par exemple, Yoda et Jar Jar sont joués par la petite sœur d'un des joueurs. Ce qui explique Jar Jar, par exemple. R2D2 est joué par un power gamer, c'est pour ça que il n'a pas de bras, il ne peut pas communiquer en parlant, par contre il est utile pour tout un tas d'autres choses, etc., etc. Et donc ils font tous les films les uns après les autres comme ça, en réécrivant complètement l'histoire, et là véritablement ça mentionne la table, ça mentionne les jets de dés, ça mentionne le fait que un moment le joueur d'Obi-Wan disparaît pendant 4 ans et revient en cours de session d'une autre campagne complètement barbu, etc. Oui, ils font les films dans l'ordre chronologique interne, donc entre le 3 et le 4, Obi-Wan réapparaît plus vieux avec une barbe. Donc il y a quand même un double aspect méta, mais ça mentionne véritablement la pratique. Et voilà, si vous voulez les références, c'est toujours en cours, Star Wars. Là actuellement, je crois qu'ils sont en train de faire l'épisode 8. Au départ, ils voulaient juste faire les 6 parce qu'il n'y en avait que 6 qui existaient. Puis le temps de faire le 6, ils ont vu les autres annoncer, commencer à sortir, ils se sont dit, ok, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va les faire. Et pour ma conclusion, finalement, le jeu de rôle en tant que pratique ne se prête pas véritablement au comic book. Parce que le comic book en tant qu'objet de publication, si c'est du mainstream, il faut quelque chose qui déménage un peu, il faut quelque chose qui attire l'attention. Et la pratique, c'est des gens autour d'une table et c'est pas très dynamique, quoi. Ça, c'est plutôt quelque chose qu'on verrait dans des comic books, on va dire, indépendants. Alors pas underground, parce que l'underground est devenu mainstream, mais le problème, c'est que les comic books indépendants, c'est pas un sujet qui va les intéresser. C'est trop un sujet de nerd, c'est pas suffisamment... On reste sur le comic book indépendant qui se voit comme une BD plus intellectuelle. Et finalement, le sujet du jeu de rôle, de la pratique du jeu de rôle, de 5-6 personnes qui se retrouvent comme ça autour d'une table à lancer des dés, à manger de la pizza, c'est pas assez intellectuel, faut croire. Donc on se retrouve sur des formes qui sont beaucoup plus libres en termes de publication, en termes de produits, c'est-à-dire le comic strip qui est beaucoup plus statique. C'est pas là où ça va le plus bouger, parce que de toute façon on peut pas se permettre de faire de l'action sur quelque chose qui va durer 3 cases, parce que sinon ça va durer 15 ans et le lecteur va décrocher, ça l'intéressera pas. Ou alors dans le webcomic où là la forme est libre, il n'y a pas de question de rentabilité, il n'y a pas de question de vendre, on peut faire ce qu'on veut, et donc on peut représenter sa propre pratique. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup. Alors pour préserver un petit peu de temps quand même pour faire une pause, on va juste prendre 2 questions, si ça vous va. Oui. Merci. Je vais tâcher de faire vite. Merci Savinia. Pour la question des super-héros jouant au jeu de rôle,
je pense que justement Deadpool serait peut-être le meilleur candidat parce que c'est lui qui, à mon avis, surtout chez Marvel, influence le plus l'univers et redéfinit le plus son propre univers à chaque fois. Mais du coup, la question ce serait, est-ce qu'on cherche une représentation de super-héros qui sont en train de jouer au JDR, et dans la quantité proprement babylonienne de pages de comics qui existent depuis des années, c'est évident que ça se trouve. Ou est-ce qu'on cherche un super-héros ou un groupe de super-héros ou héroïnes, ne soyons pas clivants, ou héroïnes qui changerait le monde en cours en jouant à du jeu de rôle, avec un système, comme tu verrais les grands maîtres de l'univers qui influencent l'univers Marvel. Est-ce qu'on pourrait imaginer un grand maître qui lancerait un dé pour s'amuser avec le monde des super-héros? Parce que du coup, s'il n'y a pas transformation effective, effectivement, comme tu l'as dit sur la fin, c'est pas forcément sexy de voir un groupe attablé, surtout si c'est du Wolverine ou des gens comme ça, parce que du coup, on veut surtout le voir taper et puis pas forcément jouer dans la vie quotidienne. Alors moi, je pensais vraiment à les voir qui sont en train de jouer. Après tout, on les voit jouer au baseball, on les voit jouer au billard, on les voit jouer au football américain. Donc pourquoi ne pas les voir jouer au jeu de rôle? Alors, je suis à peu près certain qu'à un moment, Deadpool mentionne qu'il a un sorcier de niveau 8 quelque part, où soit il fait cette blague-là, soit il fait la blague MMORPG, mais on les voit jamais. J'ai pas trouvé d'exemple où à un moment, ils sont à une table et il y en a un, et je veux savoir qui est le jeu. C'est simple, je veux savoir qui est le jeu et je veux savoir pourquoi Thor joue un barde. C'est ce genre de questions auxquelles j'aimerais avoir une réponse, et je crois pas que qui que ce soit l'ait fait. J'ai pas trouvé, pourtant j'ai cherché. Hein. Donc après, oui, des gens qui peuvent modifier la réalité via des pouvoirs, via un lancer de dés réel ou métaphysique, métaphorique ou métaphysique aussi d'ailleurs, ça doit exister. Là actuellement, il y a Mary Jane qui peut faire ça, mais en mode machine à sous. Il y a sûrement quelque chose comme ça qui existe, mais c'est vraiment moi la question de la pratique autour de la table, le truc pas glamour, quoi. Même Claremont, j'ai pas l'impression, non. J'ai pas trouvé. Et Claremont, il préfère le baseball. Merci déjà beaucoup pour ta présentation. Et dans ton propos, tu l'expliques, mais en fait, dès qu'on va avoir une grosse œuvre de BD, jeu de rôle, c'est pas la pratique qui est représentée, mais l'univers du jeu de rôle qui est représenté. Donc ça, tu l'expliques dans ton propos, mais est-ce qu'il serait pas pertinent de différencier, juste dans ton discours, l'univers du jeu de rôle et l'univers d'un jeu de rôle, juste en termes juste de terminologie et de le dire comme ça. Et la question qui vient avec, c'est est-ce que l'univers du jeu de rôle, en fait, parce que du coup, tu as l'air de dire que par la nature même du jeu de rôle, il n'est pas forcément intéressant à reprendre en BD, en tout cas sur un gros format, sur un format de BD classique, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres questionnements qui peuvent venir, à part le fait que c'est peut-être le jeu de rôle qui n'est pas si intéressant, et poser la question sur d'autres angles, se dire, est-ce que c'est pas l'univers du jeu de rôle, donc en fait les codes de sa pratique, qui sont pas forcément assez bien délimités, ou qui sont pas assez bien délimitables, pour en fait pouvoir se soustraire du fait de raccrocher ça à un univers? Est-ce qu'on est vraiment capable de faire une BD de 50 pages qui parle du jeu de rôle sans mentionner une seule référence ou sans s'inscrire dans un seul univers préexistant? Alors justement, si on peut, et c'est ce que je mentionne là, les comic strips que j'ai mentionnés, alors sans parler de ceux qui refont Le Seigneur des Anneaux ou Star Wars en les réimaginant, mais les autres, c'est des choses qui durent depuis, je sais plus, j'ai noté les dates, 90 dans certains cas, ou 97. Ça a été publié en recueil. C'est des recueils qui sont massifs, il y a plusieurs tomes, et tu peux faire des centaines de pages sur le sujet. Alors, il va y avoir des références qui vont passer, c'est des références. À un moment, telle édition sort, ils vont mentionner la sortie de l'édition, mais c'est pas le but. Le but, c'est vraiment de représenter, c'est un groupe de geeks, c'est un groupe de rôlistes, et c'est de montrer leur pratique, éventuellement l'évolution de la pratique. Donc si tu as tout à fait moyen, les codes sont reconnaissables, les codes sont reconnus, la preuve, ils sont mobilisables. Hein. Il suffisait que je montre quelques trucs, tout le monde comprenait. C'était le but. Au bout d'un moment, c'était aussi un peu l'enjeu, c'était est-ce que je peux prendre des cases sorties de n'importe quoi et qu'on va quand même reconnaître? Oui. Donc, je pense que c'est plutôt un problème avec le système de production dans ce contexte-là, qui fait que pour du très très gros mainstream, il faut quand même quelque chose qui bouge un petit peu, et au contraire, les indépendants qui sont positionnés en opposition historiquement à ce genre de représentation, on retombe sur quelque chose qui va être presque trop mainstream dans l'ambiance, mais pas dans la représentation, et on est sur cette espèce d'entre-deux un petit peu bâtard, malheureusement, qui fait que la pratique du jeu de rôle, à part Die, qui va peut-être ouvrir les portes, on ne sait jamais, inspirer des gens, mais personne n'a l'air d'avoir
vu d'intérêt à tenter de représenter un petit peu sérieusement la pratique, ou même pas sérieusement d'ailleurs, mais à représenter correctement, entre guillemets, de manière suivie sur plus qu'une page, la pratique du jeu de rôle dans une publication, encore une fois, au sein de ce système de production très précis. Mais c'est pour ça, effectivement, c'est pas tant en tant que représentation de jeu de rôle qu'en tant que système de production qui fait que c'est pas en adéquation, à mon sens. Merci beaucoup.